Je sais pas claquer les doigts normalement, donc moi je fais comme ça. Une fois, on a fait une journée de 22 heures d'affilée de tournage. Moi, j'ai perdu 10 kilos. C'était 10 jours de tournage et j'ai perdu 10 kilos. Avant, quand on me demandait quel était mon métier, je savais pas trop quoi dire, je fais des films. Maintenant, j'ai plus de facilité à dire je suis réalisateur. C'est un dessin de ma mère qui était dans ma chambre d'enfant et qui est dans l'épreuve du feu. Je me suis dit, ça te rend malheureux, t'y arrives pas, t'y arrives plus, donc tu te laisses 6 mois, sinon tu te reconvertis. Et puis il y a eu les Césars aussi, où le film a été nommé dans 3 catégories. Comment est-ce que tu l'as appris ? Ici. Dans mon lit, quand on gagne, on a le droit à une voiture qui nous emmène de l'Olympia au Phuket. Et quand on gagne pas, on doit prendre une espèce de car. Donc on se retrouve tous avec nos tenues qu'on nous a prêtées en plus, donc c'est complètement absurde. C'est une soirée qui est faite pour fabriquer des perdants. Aurélien Père fait des films depuis 10 ans, mais ça fait seulement 1 an qu'il se présente comme réalisateur depuis la sortie de son premier long métrage, L'épreuve du feu. Après une flopée de prix et 3 nominations au César, le film a connu un succès autant public que critique. Aujourd'hui, il nous invite dans sa chambre d'enfant, qu'il occupe toujours, là où tout a commencé. On est dans une grande chambre, il y a pas mal d'objets un peu partout qui prennent la poussière, parce que j'ai pas été beaucoup ici ces derniers temps, qui est donc la chambre où je vis. Et c'est un appartement en fait dans lequel j'ai grandi, donc c'est aussi la chambre de mon adolescence et de mon enfance, dont je suis parti ensuite, et puis finalement j'y suis revenu avec des amis après le décès de ma mère. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit de toi, ce lieu, cette chambre ? Pas mal de choses. Alors, quand j'y suis retourné, j'ai tout transformé. C'était une chambre qui était jaune avant, maintenant c'est une chambre blanche, même s'il y a un dégât des eaux, donc il y a des espèces de marbrures qui sont apparues. Il y a vraiment tous mes objets, toute ma vie en un sens, des choses de l'enfance, des choses de l'adolescence, des choses héritées de mes grands-parents, de mes parents. C'est difficile de dire ce qu'elle dit de moi. Si, elle dit que je suis très matérialiste. Et que tu as du mal à te séparer de certains objets ? Oui, même si là, en fait, j'ai dû tellement faire des tris, parce que quand quelqu'un meurt, évidemment, on récupère tous ces objets, et puis c'est un peu vertigineux de voir tout ce qu'on empile avec les années, au fil des années. Voilà. Après, elle dit de moi que cette année, ça fait 2 ans que j'habite à nouveau dans cette chambre, et cette année, en fait, j'y ai vraiment très très peu été, puisque j'ai passé l'année un peu à droite à gauche entre des trains pour présenter mon film. Est-ce qu'il y a un objet que tu voudrais nous montrer, peut-être un objet qui est le plus surprenant ou le plus précieux là pour toi ? Alors, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais il y a un objet qui est surprenant, que j'aime bien. C'est sur l'étagère, une espèce de globe de mariée, à l'intérieur duquel il y a des oiseaux. Certains qui sont empaillés, d'autres qui sont des oiseaux pour faire des chapeaux, je crois. C'est ma grand-mère qui avait fait ce truc. C'est hyper kitsch. Quand j'étais petit, ça me faisait un peu peur, et puis ça me dégoûtait un petit peu. Mais depuis, je le garde précieusement. Et quand on a vidé la maison de ma grand-mère, il y a une dizaine d'années, personne n'en voulait, tout le monde trouvait ce truc affreux, et moi j'ai dit je veux absolument le garder. Et depuis, tu dors juste à côté ? Et depuis, je dors juste à côté, et il apparaît même dans mon premier film qu'on avait tourné dans cette maison il y a 10 ans, qui s'appelait La bande à Juliette, et dont l'actrice principale, Faustine Levin, est ma coloc. Oui, parce que c'est ça qui est fort, je trouve, dans tes films, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu pars d'un lieu. Dans La bande à Juliette, il y a ce lieu de la maison de campagne qui est très important. Dans Coqueluche et dans L'épreuve du feu, il y a cette île, là où tout commence, c'est un ailleurs en fait que les personnages viennent rejoindre. Et je me demandais pourquoi c'est important pour toi d'ancrer tes histoires dans un lieu. C'est vrai que mon premier film, donc, qui s'appelait La bande à Juliette, c'était une maison qui allait être vendue, donc la maison de mes grands-parents, et il fallait absolument que j'y tourne avant qu'elle soit vendue. Donc j'ai écrit un scénario qui se passait là, et puis comme la maison, il restait 6 mois avant que potentiellement elle disparaisse et que je puisse y tourner, je me suis mis un peu un coup de fouet pour aller au bout de mon scénario, et puis du coup je suis allé au bout de mon scénario et on l'a tourné. Pour L'épreuve du feu, il y avait cette idée de l'île, qu'il y avait aussi dans le moyen-métrage qui a servi de point de départ à L'épreuve du feu, qui s'appelait Coqueluche. Mais ce que j'aime bien dans les lieux, c'est ce qu'ils racontent du passé des gens et de la manière dont ils peuvent réactiver la mémoire aussi. Les lieux, les objets, c'est pareil. C'est ça qui me plaît, et des gens on se voit grandir dans des lieux. En l'occurrence ici, clairement. Mais je veux dire, même Félix, le personnage de Hugo dans L'épreuve du feu, en fait, il y a tout cet enjeu au début de sa chambre d'adolescence et sa première copine qui va arriver, et il enlève les posters de son enfance, parce que maintenant il est
censé être grand. Et donc voilà, c'est un lieu qu'il a vu grandir et dans lequel plein d'étapes ont été passées. J'aimerais bien qu'on revienne sur le début, parce que finalement, donc tu as sorti ton premier long métrage il y a 1 an, l'été dernier, en août, mais ça faisait 10 ans en fait que tu réalisais déjà. Et comment est-ce que tu as vécu tout ce laps de temps et comment tu l'expliques? Bah alors, mon dernier moyen métrage, il a été sorti en 2018, donc on l'a tourné en 2017, il est sorti en 2018. Et ensuite, effectivement, entre ce film-là et L'épreuve du feu, entre les 2 tournages, par exemple, il y a eu 8 ans. Et en fait, c'est que j'ai commencé à travailler avec une prod à la sortie de ce deuxième moyen-métrage et on s'est un peu perdu dans l'écriture. Elle n'avait pas forcément de fonds propres pour me rémunérer dans l'écriture. Donc moi, ça m'a mis dans un espèce de mouvement de panique où il fallait que j'écrive vite, vite, vite. Donc j'ai écrit plein d'histoires différentes jusqu'à me perdre un peu. Et puis après, j'ai travaillé sur des tournages d'autres gens en tant que technicien. Donc ça aussi, ça a mangé un peu du temps. Qu'est-ce qui explique ça? J'étais dans une relation assez compliquée, on va dire. Donc ça aussi, ça prend pas mal de temps. Et non, et en fait, après, j'ai revu Coqueluche peut-être 4-5 ans après l'avoir fait. Je lui ai trouvé pas mal de défauts. Et je me suis dit que c'était dommage parce que j'ai eu la sensation d'être passé un peu à côté du film que j'aurais pu faire. Je donne souvent la métaphore d'une étagère qui est installée pas droite et on passe devant plusieurs fois, on n'y fait pas gaffe, on se dit c'est pas grave si c'est pas droit. Et là vraiment je me suis mis à regarder l'étagère et à me dire c'est quand même bête. Et donc je me suis dit je vais la remettre d'aplomb quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la version longue de Coqueluche. Mais ce qui est fort, c'est que donc, ce deuxième moyen-métrage qui s'appelait Coqueluche, tu dis que tu n'en étais pas complètement satisfait. Et en général, quand on n'est pas satisfait de quelque chose, juste on se trouve une autre idée et on passe à autre chose. Et toi, tu as voulu revenir sur ce travail, sur cette histoire. Est-ce que c'était pas dur ça, de revenir sur quelque chose que tu avais déjà fait, d'essayer de décortiquer, de comprendre ce que tu n'aimais pas? Bah, justement, il a fallu pour ça d'abord passer par d'autres projets. Et c'est pour ça que c'est 5 ans plus tard, quand j'ai vu le film, où j'étais peut-être un peu moins impacté par ce que je considérais être des échecs de mon fait, des ratages, quoi. J'ai pu le regarder de manière plus neutre, plus froide, et c'est la distance justement qui m'a permis ça. Oui, c'était important de laisser passer du temps pour le revoir différemment. Ah oui, c'est sûr. Si j'avais directement après Coqueluche commencé à écrire une version longue, j'aurais fait la même chose. Enfin, j'aurais fait les mêmes erreurs, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, au début, dans les premières versions de l'épreuve, j'avais tendance à faire les mêmes erreurs, enfin ce que je considère moi être des erreurs, mais surtout dans l'écriture des personnages. Et voilà. Donc j'espère qu'en fait, il ne faut pas à chaque fois faire 2 fois un film pour être à la fin content de ce qu'on a fait. Mais, Et ton premier moyen-métrage, pour le coup, t'en étais content? Non, ça j'en étais content, ouais. Ça j'en étais content. Et j'en suis toujours content. C'est un film qui a plein de fragilité, puisqu'on l'a fait à la sortie de l'école, j'avais 22 ans, je l'ai écrit assez rapidement puisqu'il y avait cette maison qui allait être vendue. On avait tous, oui, je pense que la moyenne d'âge c'était entre 23 et 24 ans. Et on faisait des journées de tournage de 14, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Une fois, on a fait une journée de 22 heures d'affilée de tournage. Moi, j'ai perdu 10 kilos. C'était 10 jours de tournage et j'ai perdu 10 kilos. Déjà qu'à l'époque, ouais, de stress. Et puis, on n'avais pas énormément à manger. Donc, comme les techniciens passaient leur journée à porter des trucs et tout, je me disais, moi, en fait, je voulais leur laisser la nourriture et tout. Et ouais. Et c'est hyper stressant, ce tournage, mais c'était incroyable. Déjà, le fait qu'on était tous jeunes, qu'il n'y avait aucun adulte pour réguler tout ça. Ça aurait pu mal tourner, on aurait pu, des accidents de voiture, on respectait pas du tout la sécurité. On a eu la fosse septique qui a débordé, donc en fait, toute la cave, il y avait ça de... Enfin bref, plein de trucs, mais hyper marrants. Et je me suis même dit, s'il y avait eu un documentaire sur le tournage, je pense qu'il aurait été mieux que le film. Voilà. Un peu comme Don Quichotte. Oui, exactement. Ouais, carrément. Et ce que je trouve fort, c'est que donc, tu pars de ce premier projet, ensuite tu arrives à faire produire ton deuxième moyen-métrage. Ensuite, donc, il se passe ce temps assez long jusqu'au long-métrage. Et en fait, juste avant de réaliser L'épreuve du feu, tu dis que tu t'étais mis un ultimatum de 6 mois. Oui. Et pourquoi, en fait? Alors, c'était pas juste avant de réaliser L'épreuve du feu, c'était juste avant de rencontrer mon producteur. Donc, c'est quand je venais d'avoir 30 ans.
Justement, c'était un peu à la sortie du Covid. À ce moment-là, j'avais plus de prod. Je m'étais épuisé sur des traitements et des traitements de projets différents. Je pense que j'ai développé peut-être 5 projets de long métrage différents. Et pour chacun de ces projets, j'ai dû écrire 3 ou 4 versions qui chacune n'avaient rien à voir. Donc, Avec des maintenant, c'est producteurs à marrant. chaque fois qui te suivaient Non, aussi. non, justement, avec la productrice de Coqueluche et de La Bande à Juliette qui n'avait pas de fonds propres pour me payer en écriture. Et donc, ça me créait une espèce d'angoisse de me dire il faut que j'écrive quelque chose qui soit suffisamment solide, vite, pour pouvoir avoir une aide à l'écriture et donc pour pouvoir vivre de ce métier. Et la pauvre, c'était pas de sa faute, c'était comme ça, mais c'était... Enfin, maintenant, de toute façon, c'est plus possible parce que la SRF a fait passer un décret qui oblige à payer au minimum pour l'écriture d'un long métrage. Je crois que c'est 17 000 € le montant. En minimum garanti. Et pour revenir à ce qu'on disait... Oui, la nécessité de se mettre un ultimatum. Et voilà, et cet ultimatum, donc j'avais 30 ans, et puis à un moment, en fait, on vieillit, et les gens autour de nous travaillent, gagnent leur vie, voilà, et que moi, j'avais honte en fait, d'être dans cette situation. Je voyais les gens qui... j'habitais dans un quartier où il y avait beaucoup de bureaux, donc je voyais tous les gens qui allaient qui allaient chercher leurs trucs le midi, etc. Et puis moi, j'étais dans ma chambre et je me disais, je suis vraiment un as, quoi. Et je me suis dit, ça te rend malheureux, t'y arrives pas, t'y arrives plus. Et donc, tu te laisses 6 mois, sinon tu te reconvertis. Et je peux faire 1000 autres métiers qui me plairaient. Moi, là-bas, je voulais être architecte, parce que mon grand-père était architecte. Mais après, j'étais trop mauvais en maths, donc on m'a dit de ne pas le faire. Mais je me suis dit, à 30 ans, je vais pas commencer des études d'architecture parce que c'est trop long. Mais bon, architecture d'intérieur, c'est pas exactement... C'est déjà un petit pied dans le truc, et puis voilà. Et donc quand j'ai dit ça, après, 3 mois plus tard, un peu par hasard, j'ai rencontré mon producteur. Et puis voilà, les choses se sont faites hyper vite. Parce qu'il a beaucoup aimé Coqueluche, le moyen-métrage. Et je lui ai dit, écoute, c'est marrant, je suis en train de le développer en version longue. Et voilà, donc ça m'a un peu sauvé la vie. Enfin, je sais pas si ça m'a sauvé la vie, parce que ça se trouve, là, aujourd'hui, j'aurais une vie super. Mais, Et tu vivais de quoi pendant cette période ? Je vivais, justement, j'ai fait pendant tout un moment, je faisais du babysitting pour une famille qui était assez aisée. Et donc, c'était très, très bien payé. Donc ça, c'était vraiment chouette. J'ai travaillé sur des tournages. Coqueluche m'a rapporté pas mal d'argent parce que derrière j'ai eu des droits de diffusion, etc. parce qu'il a été diffusé sur Arte et ensuite sur d'autres chaînes, donc ça me faisait de l'argent qui venait. Après j'avais eu quelques échéances quand même qui avaient été payées par des prods sur des rendus de traitement. Voilà, et à un moment j'étais au RSA, donc je me débrouillais avec le RSA, quoi. C'est aussi un peu sur la nécessité d'avoir une deadline, peut-être quand on a un rêve ou quand on tient absolument à réaliser quelque chose. Parce que c'est vrai que sinon on peut attendre indéfiniment presque. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est même un peu le problème avec les projets qui changent tout le temps. Sinon, on peut se retrouver à écrire 5 films différents en 5 ans, enfin en 3 ans, parce qu'on s'est pas dit, là, il faut que... là, je m'arrête là-dessus. Mais la deadline, c'est aussi un peu libérateur. Enfin, quand moi, je me suis dit, je me laisse 6 mois pour faire ça, et si au bout de 6 mois, j'ai pas eu un signal quelque part qui me conforte dans l'idée que je suis sur la bonne voie, ça m'a aussi libéré d'un poids où je me suis dit, en fait, c'est possible de sortir, c'est possible de faire autre chose, c'est possible de sortir. La vie, il n'y a pas qu'une trajectoire dans laquelle tu échouerais et du coup ta vie serait un échec. Tu peux bifurquer et enfin voilà. Donc ça c'était assez soulageant. Ouais, heureusement. Et donc depuis, tu as réussi à avoir ce producteur, à réaliser L'épreuve du feu qui a connu un très grand succès au cinéma et j'imagine qu'on en a beaucoup parlé. Enfin, il y a eu une super réception. Ouais. J'imagine que ça a un peu tout changé, mais concrètement dans ton travail maintenant, comment tu vois les choses ? Existentiellement, c'est un grand chamboulement parce que justement, ce que je disais, ce truc de trajectoire, voilà, là d'un coup, j'ai fait quelque chose pour lequel j'ai eu de la reconnaissance et on me dit que je peux continuer sur cette voie et faire encore des films, etc. Donc ça, c'est un peu fou. En gros, maintenant, avant, quand on me demandait quel était mon métier, je savais pas trop quoi dire, je fais des films. Maintenant, j'ai plus de facilité à dire je suis réalisateur. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Et qu'est-ce que ça... Dans ma manière de travailler, c'est difficile à dire parce que là cette année, donc j'ai beaucoup accompagné. Donc en fait, je trouve que ça a surtout détruit ta productivité. Pas ma productivité parce que j'ai quand même écrit pas mal de trucs, mais c'est plus que moi j'ai besoin d'avoir un long temps devant moi pour vraiment être concentré et tout. Donc pour ça, c'était pas incroyable.
Par contre, ça m'a fait prendre conscience que quand on écrit quelque chose, il y a plein de gens qui le voient. Enfin, il y a d'autres gens qui le voient, et potentiellement il peut y avoir plein de gens, et notamment des gens qui sont très différents de nous. Moi, j'avais jamais vraiment pris conscience de ça, parce que les courts-métrages, en fait, il y a assez peu de visibilité. Il y a des projections dans des festivals et tout, mais quand même, c'est assez réduit le nombre de gens. Alors que là, c'est vrai que c'est un peu fou. Et encore moi, les comédiens, ils se font reconnaître dans la rue. Moi, c'est pas mon cas, évidemment. Eux, ils me disent que c'est 3 fois par jour. C'est beaucoup, beaucoup, et par des gens vraiment d'horizons très, très variés. Mais donc, dans la manière de travailler, c'est plus que je me suis dit, les choses peuvent exister. Là, tu es en train d'écrire quelque chose qui va pouvoir exister. C'est que entre tes mains, entre guillemets. Mais après, ça met aussi une pression. Oui, j'imagine, pour le deuxième. Ouais. Est-ce que ceux qui ont aimé l'épreuve vont aimer ce que là je suis en train d'écrire? Je sais pas, est-ce que c'est pas trop une comédie, ou est-ce qu'à l'inverse c'est pas trop sombre? Et ça, c'est vraiment une voix qu'il faut taire, je pense. Et d'ailleurs, Félix, donc, qui joue dans l'épreuve, Félix Lefebvre, il m'a dit la dernière fois, je lui disais que ça me stressait et tout, et lui il m'a dit, mais tu sais, alors peut-être que ça va te démoraliser, mais il faut que tu partes du principe que ton deuxième film il sera moins bien accueilli que le premier. Oui, c'est vrai que c'est et qui plaira moins aux gens. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme se dire, au pire, t'échoues, tu feras autre chose. Enfin, c'est cette peur de toujours, je sais pas, vouloir être à la hauteur des attentes des autres, mais aussi des siennes, qui peut être vraiment paralysante, quoi. Alors que se dire, de toute façon, ce sera nul. Oui, puis de toute façon, dans une carrière de réalisateur, il y a plein de films, il y a forcément un deuxième, un troisième, un quatrième. Pas forcément, c'est ça aussi, c'est que quand même le système de production est relativement fragile, même si en France on est quand même plutôt bien lotis. Mais que voilà, un premier film qui est réussi, déjà ça c'est super, parce qu'un premier film qui... Alors nous, on n'avait pas beaucoup de budget, donc finalement les enjeux n'étaient pas énormes, mais malgré tout, un premier film, les gens vont miser dessus, et puis si le film marche pas, au-delà de commercialement, mais si, je sais pas, il n'y a pas de festival, ou il n'y a pas de presse, tout ça, ça peut être plus compliqué d'en faire un deuxième, ça peut être plus long en tout cas. Et on m'a dit que quand même si un deuxième marche pas du tout, c'est pareil, c'est plus compliqué d'en faire un troisième. Apparemment, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir du troisième, c'est le moment où ça se stabilise. Ah oui. Voilà, mais le deuxième, c'est les deux premiers. Ouais. Et puis il y a eu les Césars aussi, ouais. Où le film a été nommé dans 3 catégories, meilleure révélation masculine, révélation féminine et meilleur film. Meilleur premier film. Premier film, ouais. Déjà, comment est-ce que tu l'as appris? Ici. Dans mon lit. Dans ton ouais. lit, ouais. Et on savait à quelle heure ça allait tomber, etc. Et c'est un communiqué de presse. On avait déjà été à la soirée des révélations, parce que Félix et Anja étaient nommés. D'abord, en fait, il y a 16 révélations, je crois, qui ensuite passent à 5 filles, 5 garçons. Et donc, on avait fait cette soirée où c'était un peu fou, parce qu'ils sont tous avec leurs parrains, leurs marraines, qui sont oui, un peu des les énormes plus grands stars, acteurs quoi. français, Ouais, c'est ça. du moment. C'est ça. Et donc, beaucoup avaient vu le film. Nous complimenter sur le film, etc. Donc ça, c'était... un peu... C'était vertigineux comme moment. Vraiment, un moment, j'ai pris conscience de ce qui se passait, et c'était assez émouvant. Et donc, on savait que ça allait tomber, je crois que c'était à 10h, et donc j'avais fait exprès de me coucher hyper tard, parce que je voulais pas me réveiller trop tôt et attendre les résultats. Non pas que je misais beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que tout le monde nous avait un peu dit, c'est sûr que vous y serez, etc. Et donc, au bout d'un moment, on se met à y croire aussi. Mais la veille, je sais pas, j'étais persuadé qu'on n'y serait pas, et que ça allait me rendre triste. Et puis finalement, voilà. Donc j'étais là, j'ai allumé mon téléphone, là j'ai vu le truc. Puis j'ai vraiment crié, je pense que les voisins du dessus, ils ont dû penser qu'il y avait un match ou je sais pas quoi. Mais bon, j'étais tout seul, il y avait mon chat. Donc j'essayais de lui communiquer ma joie. Qui aussi pour toi. Oui, c'est ça, ouais. Mais bon, il est mort il y a 2 semaines, donc... Décidément. Et puis oui, en fait, j'imagine que t'as dû un peu te refaire le fil aussi de ces 6 mois d'ultimatum, et toi qui pensais peut-être même arrêter ça, et tu C'était dans mon discours. Si j'avais gagné. Ah oui, parce que t'as écrit. J'avais écrit. On écrit à l'avance quand même, parce qu'au cas où, qu'on a tous notre discours, donc c'est un peu triste parce qu'on l'écrit en se disant que a priori on l'aura pas. Moi d'ailleurs, je misais. Ce qui comptait pour moi, c'était d'être nommé. Je dis ça vraiment de manière honnête. Mais
misais pas forcément sur le fait de l'avoir, surtout que ça me fait vachement peur de parler en public et tout, donc voilà. Et je sais que j'étais pas le seul parmi les réalisateurs qui étaient nommés dans ma catégorie, enfin réalisatrice. On était plusieurs un peu à stresser de se dire oh là là, si je l'ai et qu'il faut monter sur scène. Et donc oui, j'avais écrit mon discours et c'était un discours que je voulais pour les plus jeunes en fait, les plus jeunes réalisateurs qui nous regardent et qui sont dans la situation dans laquelle j'étais et qui désespèrent, et de leur dire bah voilà, moi aussi je suis passé par là. Et, je crois quand même que la persévérance, après la persévérance ça veut tout rien dire, hein, tout le monde ne peut pas être persévérant parce que la persévérance ça implique aussi des conditions logistiques et matérielles et ce que j'appelle le filet de sécurité, qui est que moi je sais que j'ai grandi dans une famille où en fait je vais pas finir à la rue parce que j'ai des parents qui au cas où, même si vraiment j'avais des parents, si c'était la merde absolue, voilà, tu sais qu'il y a des gens derrière des gens chez qui je peux habiter, voilà. Et puis j'imagine aussi au fil d'une cérémonie comme celle-ci, quand bien même on part un peu défaitiste en disant que ça va pas marcher, oui, c'est ça. On se fait un peu prendre par... Ah ouais, bah oui, complètement. Et en fait, c'est une soirée qui est faite pour fabriquer des perdants. Et puis même en fait, quand on gagne, on a le droit à après il y a un dîner au Phuket, et on a le droit à une voiture qui nous emmène de l'Olympia au Phuket. Et quand on gagne pas, on doit prendre une espèce de car. Donc on se retrouve tous avec nos tenues qu'on nous a prêtées en plus, donc c'est complètement absurde parce que la plupart des gens portent des tenues qu'on leur a prêtées et qui vont rendre le lendemain. Oui. Tout ça, et puis on est même l'Olympia, 2 semaines avant, j'étais à un concert de Maud Geffray qui a fait la musique du film. Donc en fait l'Olympia c'est une salle de concert, c'est pas l'Opéra Garnier, je veux dire, mais on est tous avec nos tenues un peu assis, et puis c'est très très long quand même cette cérémonie. Alors là c'était très chouette parce que c'était très chouette. Ouais. C'est aussi stressant parce que comme on sait qu'on est filmé, on sait pas quand on va être filmé, donc on peut pas s'endormir. Il faut toujours être impeccable, quoi. Voilà, et puis il faut toujours avoir l'air un peu souriant, faut pas tirer la tronche et tout. Ouais. Et vous avez fait quoi après alors ? Après on est allé au resto, on était un peu comme on n'avait rien. En fait, moi là où j'étais déçu, c'est que j'aurais aimé que Anja ou Félix aient quelque chose. Mais ça, eux, on a su très vite parce que c'était au début de la cérémonie. Donc après, je me disais ce serait bien que moi j'ai quelque chose. Donc oui, on était un peu déçus. Donc on a fait le dîner. Après, on est allé faire un tour. Il y a une soirée encore après. Mais on a pas mal bu, donc pour noyer notre chagrin. Je voudrais qu'on revienne un peu plus à l'histoire de l'épreuve du feu. Et aussi, c'est le cas dans Coqueluche d'ailleurs. Dans ces films, tu questionnes les représentations du masculin et du féminin, et en particulier à travers la figure de la bimbo. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans cette figure-là en particulier ? C'est la corrélation entre hyper-féminité et fille de classe populaire. Et ça, je m'étais un peu penché sur le travail de Beverly Skeggs, qui est une sociologue, qui a beaucoup travaillé sur... le nom de son ouvrage, c'est... je crois que c'est Défi respectable. Mais qu'en gros, le physique, la beauté, etc. est un capital de filles qui n'ont rien, donc elles ont ça à mettre en avant. Et donc ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup avec le personnage de Queen. Mais si on revient de manière plus organique, entre guillemets, c'est... quand j'étais petit, il y avait Love Story, donc j'entendais beaucoup parler de ça. Moi, j'avais pas le droit de regarder le Loft parce que j'étais trop petit. T'es né en quelle année ? 92. Ouais, on est de la même année, voilà. Mais j'entendais beaucoup de trucs assez désagréables sur Loana dans la cour et tout. Donc Loana m'a marqué, même si j'ai jamais vu le Loft. Et puis je l'ai revu en 2017. J'ai vu des extraits sur YouTube. Et donc là, j'ai découvert cette figure de Loana, et qui m'a vachement touché, parce que moi, donc, j'avais un peu tous ces a priori sur elle, dont j'avais hérité de la cour de récré. Et en fait, j'ai découvert une personnalité très sensible, très mélancolique, très
très fragile et en même temps vraiment intelligente, un peu à l'image de Marilyn Monroe, qui est quelqu'un qui a beaucoup marqué mon enfance parce que je voyais tous ces films quand j'étais petit. Ça pour le coup j'avais le droit, donc j'avais ses DVD, donc j'ai regardé. Et je pense que ce qui me touche dans la bimbo, c'est c'est le mélange de grande solidité en apparence. Par exemple dans le film Queen, elle dit j'ai des griffes. En même temps, toutes les violences auxquelles elle s'expose, la flamboyance aussi, où là c'est presque quelque chose plus de l'ordre de la mise en scène, où je sais qu'un de mes points de départ pour Coqueluche et donc pour l'épreuve, c'était cette envie de filmer cette jeune femme dans une robe fluo, à l'aube, dans les marais salants, l'image qui me venait comme ça. Et voilà, et après aussi, c'est que moi, j'ai beaucoup eu des copines comme ça quand j'étais au collège, en primaire, au lycée un peu moins, mais en tout cas en primaire, collège, j'avais beaucoup de copines comme ça et je sais pas, elles me racontaient leurs histoires et comme elles se faisaient juger et aussi un peu maltraitées par des garçons. On était vraiment bien avant MeToo. Voilà. Oui, en fait, c'est ça aussi qui est paradoxal chez la bimbo, je trouve. En tout cas, chez cette figure-là, c'est que à la fois, elle veut plaire, elle veut faire partie d'un monde, et donc elle veut essayer de correspondre à tous les codes un peu de la féminité. Et c'est aussi pour ça qu'elle en est rejetée, en fait. Ouais, tout à fait. Et je trouve que c'est des personnages aussi au cinéma où quand j'ai fait Coqueluche, en tout cas, c'était un peu des personnages secondaires. On s'y intéressait moins profondément. C'était des personnages qu'on utilisait à des ressorts comiques. Oui, ou comme La Revanche d'une blonde. Ou voilà, alors moi j'aime beaucoup La Revanche d'une blonde par ailleurs, mais par ailleurs, la Revanche d'une blonde, il n'y a pas cet enjeu de classe sociale. C'est vraiment, parce qu'elle vient de Los Angeles, et elle vient Beverly Hills, elle vient d'une famille très très chic, très très riche en tout cas. Mais bon, après il y a eu Une fille facile, il y a eu Diamant brut. Donc finalement maintenant c'est presque un personnage qu'on voit beaucoup. Il y a Shanna, alors j'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce, mais alors toutes ces filles-là sont différentes, hein. C'est évidemment pas les mêmes personnages, mais oui, ça les complexifie beaucoup plus et on va chercher derrière l'image qu'elles projettent en fait. Toi, tu disais que tu étais très timide et que finalement c'est par le cinéma aussi que tu as réussi à t'approcher des autres. Est-ce que c'est encore le cas maintenant et est-ce que ça a pu te soigner aussi un peu de cette timidité ? C'est d'abord par le théâtre, parce qu'avant je faisais du théâtre quand j'étais petit, ça m'a beaucoup aidé, et après, oui, le cinéma, mais en fait timide c'est pas le mot, je suis pas vraiment timide, mais introverti. Après, il y a des moments où au contraire je suis trop extraverti, donc est-ce que ça m'a aidé ? En tout cas, ça m'a... Le fait de faire quelque chose qui a résonné auprès de gens, qui a plu à des gens, ça m'a donné peut-être confiance en moi sur certaines choses. Après, j'ai toujours peur de la confiance en soi, je trouve qu'il faut toujours s'en méfier, mais donc pas trop confiance en soi. Mais en tout cas, ça m'a légitimé dans ma quête. Et donc oui, ça m'aide à me sentir avoir une place dans le monde. Enfin, en tout cas dans mon monde, mais ça m'a aidé à trouver une place, quoi. Et donc ça aide à être moins timide aussi. Puis après, les gens vont plus vers moi. Ça joue aussi. C'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable, ouais. Et en même temps, des fois, on se demande à quel point c'est sincère et à quel point, justement, ça biaise pas tout. Et c'était quoi ton rapport au cinéma petit ? C'était vraiment Comme moi, en fait, mes frères étaient beaucoup plus grands. J'ai été élevé par ma mère et donc mes frères on habitait tous ensemble. Mais eux, on a 12 et 15 ans d'écart, donc j'étais un enfant assez seul, à la maison en tout cas. Et donc les films, c'était vraiment je regardais tout le temps, ça me permettait c'est un peu basique, hein, mais ça me permettait d'échapper un peu au réel et de me projeter Je vivais les films très intensément. Par exemple, il y avait une cassette d'un film de Fellini qui s'appelle La Strada, parce que oui, ma mère me faisait regarder La Strada, alors que par ailleurs, elle détestait le cinéma. Non, c'est pas commun. Mais donc c'est un film qui se passe en Italie, et donc moi j'étais persuadé que j'étais italien. Je vivais tout ça vraiment intensément. Et elle détestait le cinéma ? Oui, elle aimait pas le cinéma, ma mère. Non, parce qu'elle aimait pas rester en place à écouter un truc, ça l'ennuyait. Et donc oui, le cinéma, je pense que ça m'a, à plein de moments, même des moments plus ou moins durs dans la vie, ça m'a un peu sauvé la vie, et des moments où je me sens
on a toujours des moments où on est plus ou moins bien, ou alors où il nous arrive tel ou tel problème. Et bah, souvent, je me rappelle que il y a le cinéma et que je peux regarder un film et que je peux aussi vivre un peu dans la fiction. Même si là, ces derniers temps, j'ai plus de mal à trouver des films qui me donnent envie. Et je crois pas que ce soit à cause des films en soi, je pense que c'est parce qu'en fait, à force d'en faire ou d'en écrire, etc., on perd aussi un petit peu de ce pur plaisir de spectateur. Et notamment quand je m'étais dit, si dans 6 mois j'ai pas un signal fort, je me reconvertis. Et je m'étais dit, bah, comme ça c'est chouette, au moins tu pourras retrouver ce pur plaisir d'être spectateur et aller au cinéma et juste regarder un film et le recevoir tel quel, sans regarder la direction d'acteur, le montage, l'écriture, juste être un peu... ça me manque. Ouais. Et tu regardais quoi quand tu avais le droit de regarder autre chose que La Strada? Je regardais, justement, La Revanche du Blonde, par exemple, j'avais la cassette, je l'ai beaucoup vu. J'adorais Scream, que j'ai vu très tôt, j'ai vu des films d'horreur assez tôt pour le coup. J'aimais beaucoup James Bond aussi, le James Bond. Donc pas trop de films français en fait? Non, très peu, je détestais les films français. Et après j'ai fait l'école de cinéma et là j'avais des professeurs qui étaient super, dont 2 auxquels je pense, Camille Vidal-Naquet et Jean-Sébastien Chauvin, qui nous ont vraiment fait découvrir plein de films en nous montrant des extraits, en nous les commentant, en nous expliquant pourquoi c'était chouette et du coup en me donnant envie de voir ces films. Donc je me suis procuré ces films et c'est comme ça que j'ai découvert Jacques Rosier et Rohmer. Voilà, je suis allé vers ces cinéastes là où si ça avait été mon grand frère qui m'en avait parlé, je pense que j'y serais pas allé parce que je me serais dit non, c'est du cinéma ennuyeux, etc. Alors qu'en fait, je pense que c'est les cinéastes qui m'ont donné envie, moi, d'en faire des films. Oui, justement, je voulais te demander s'il y avait 3 films qui t'ont fait dire que c'était possible, en fait, de devenir réalisateur. Je pense que c'est du côté de Rosier ou du côté de chez Rohmer. Rosier, je dirais, du côté d'Arouette. Guillaume Braque, c'est un cinéaste qui était émergent à l'époque, qui avait fait Un monde sans femme, mais qui est un film qui a beaucoup compté pour moi à cette époque. Et Rohmer, évidemment, un peu tous les films de Rohmer. Mais je pense que Rosier, avant tout, m'a fait me dire que c'était possible, parce qu'il y avait une espèce de liberté sur le scénario. Rohmer, c'est plus maîtrisé, et Rosier, il y a vraiment ce truc de liberté. Et donc moi, à ce moment-là, je me disais, c'est ça, en fait, tu mets les choses en place. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais tu écris des personnages, tu trouves un lieu, tu mets les gens ensemble, tu as 2 caméras, tu fais des impros, tu trouves des bons comédiens, etc. C'est sa simplicité en fait. Ouais, c'est ça. Sa simplicité et presque le dispositif avant tout. Et voilà. Et donc c'est pour ça que très vite après, on a fait La Bande à Juliette, donc avec les copains. Et voilà. Et après, une fois que j'avais fait ça, là c'est des gens qui m'ont dit que je pouvais continuer, quoi. Parce que c'est ça aussi peut-être la tentation, c'est qu'au début on commence par des dispositifs simples, par faute de moyens, mais est-ce que finalement c'est vraiment une esthétique que tu aimes et que tu voudrais continuer, ou est-ce qu'on peut s'imaginer que dans 3 ans tu fais un James Bond en fait, si on te donne le budget? James Bond je pense pas, après moi c'est vrai que j'aime bien la simplicité, même dans les films que je vais voir, j'aime bien les films qui sont sur un temps relativement court, j'aime bien qu'il y ait un point de vue qui est respecté un peu tout du long, donc souvent j'aime bien qu'il y ait un personnage point de vue et pas tellement plus. Je sais pas, après par exemple, un film que j'ai beaucoup aimé ces dernières années, ça remonte un peu maintenant, mais c'est Midsommar, où là en fait je trouve que c'est très simple. Mais logistiquement c'est compliqué, c'est une secte, il y a plein de gens un peu partout, il y a des décors, donc c'est clairement plus compliqué que mon petit film dans ma maison de campagne, dans la maison de mes grands-parents quand j'étais il y a 10 ans. Mais le scénario est... Oui, c'est ça, et il y a une unité de lieu, de temps à peu près. Ça, j'aime bien ça. C'est un truc que, après, les règles de la tragédie aussi, c'est ça. Je veux dire, c'est pas... Et tu te souviens du tout premier film que tu as fait, quand j'imagine enfant déjà? T'avais cette envie-là? Oui, mais c'était assez sinistre. Parce que j'étais un peu, j'écoutais du métal, j'étais fan de groupes de métal à l'époque, on était tous un peu pseudo-gothiques, on avait 13 ans, mais voilà, c'était la mode, mais donc, alors moi je me scarifiais pas, je me suis jamais scarifié, mais c'était un peu, je me souviens de copines qui arrivaient le matin et qui montraient
à quel point elle s'était scarifiée la veille, etc. Enfin, il y avait une espèce de truc comme ça. Donc c'était un film où ça s'appelait Bathroom Suicide. Voilà, c'était vraiment horrible. Et après, j'ai fait des films un peu plus tard, j'ai fait des films en stop motion, donc ça c'était marrant. Je faisais avec de la pâte à modeler, quoi, j'animais, donc j'en avais fait un, c'était un mec qui vomissait dans les toilettes, et puis en fait après, une espèce de créature enfin son vomi se transformait en une espèce de créature enfin voilà, on était très très loin de ce que je fais quand j'écris des scénarios et tout. Et ça, c'était à quel âge? À partir de quand tu t'es dit que tu voulais devenir réalisateur? Vers l'adolescence. Ouais. En fait, avant, je voulais être comédien, et c'est mon frère aîné qui m'a dit, mais tu sais, comédien, réalisateur, ça peut être plus intéressant parce que tu pourrais aussi jouer dans tes films. Moi, je crois pas que réalisateur ce soit plus intéressant, c'est juste un métier différent. Mais voilà, je suis très content de faire ça. Après, il y a des moments où je me dis comédien, c'est chouette aussi. Mais ça veut dire que tu pourrais justement jouer dans tes films aussi? Non. C'est chouette. Mais jouer dans d'autres films? Oui, mais bon. Non. Mais par contre, j'adore les comédiens. Et je pense que ça vient de là. C'est que j'adore travailler avec les comédiens. Je me sens vraiment investi de ce rôle de réalisateur, de devoir être là pour accompagner les comédiens et être garant du fait qu'ils seront bien dans le film à la fin et qu'ils puissent décharger cette préoccupation sur moi. Parce que je pense qu'un comédien, à partir du moment où il est en train de regarder s'il joue bien, il peut pas bien jouer. C'est comme quand on écrit un scénario et qu'on est en train de regarder si on écrit bien, c'est difficile d'écrire bien. Et tu disais que donc, plus jeune, tu voulais être acteur avant de devenir réalisateur. Est-ce qu'il y avait un modèle d'acteur ou d'actrice sur lequel tu te projetais un petit peu? C'était les acteurs enfants. Comme moi j'étais un enfant, je retenais tous leurs noms. Donc il y avait Haley Joel Osment qui jouait dans Le Sixième Sens, il y avait Jonathan Lipnicki qui jouait dans Stuart Little, même Harry Potter, l'acteur qui joue. Voilà, moi je rêvais en fait j'étais fan d'Harry Potter et je rêvais qu'il me caste, enfin qu'il me voit dans la rue et qu'il me caste, et que c'est pas grave si je parle pas anglais, ils me doubleront comme ils ont fait pour Nathalie Portman. Et voilà, et je pouvais être assez jaloux des enfants acteurs que je voyais. Voilà. Et après, je sais que j'ai eu des castings, enfin j'ai passé quelques castings, notamment un pour un film de Desplechin pour Roi et Reine. Je suis arrivé, ce qu'on m'a dit, je suis arrivé assez loin dans les castings, mais finalement il a pris quelqu'un d'autre. Puis après j'en ai eu quelques autres, mais ma mère voulait pas, en fait, ça la stressait trop que j'aille sur des tournages, elle trouvait ça dangereux, voilà, des enfants sur des plateaux. Est-ce qu'elle avait tort? Je sais pas, hein, quand on voit rétrospectivement toutes les choses qui sont sorties quand même. Oui, c'est sûr. Et c'est aussi... je regrette pas du tout, je suis très content de pas avoir fait ça. Et puis je pense qu'être enfant acteur, c'est pas simple en fait. Et puis c'est pas parce qu'on est enfant acteur que derrière on peut continuer. Et je pense que d'être mis dans cette place quand on est enfant, ça peut dérégler un petit peu. Enfin, déjà d'être mis dans la place d'acteur quand on est un adulte, je vois comment ça se passe sur les plateaux, la manière dont les acteurs sont quand même un peu, pas chosifiés, mais très très préservés, un peu comme s'ils étaient en sucre, quoi. Parfois. Et je pense que pour un enfant, ça peut créer un peu un dérèglement. Je t'avais demandé de réfléchir à une carte blanche. Ah oui, attends, j'ai eu que des idées un peu nulles. Donc en gros, c'est sur... j'ai une idée, c'est vraiment nul, mais c'est juste d'expliquer. En fait, j'ai appris à claquer des doigts. Ah, trop bien. Je savais pas le faire. Donc je le fais là? Non, ouais, carrément. En gros, j'ai appris à claquer des doigts. En fait, avant, je savais pas siffler, donc j'ai appris... je sais pas, ça doit faire 7 ans que je sais siffler. Maintenant, je siffle assez bien. C'est tardif quand même. C'est tardif. Le vélo, c'est pareil. J'ai appris. On m'a pas appris à faire du vélo quand j'étais petit. Et j'ai appris à 19 ans. Un soir, j'ai pris un vélo avec une pote et puis j'étais sur un parking et j'étais un peu bourré. Et je me forçais à réussir et genre à pas avoir peur parce qu'en fait, c'est aussi ça. C'est quand on a peur, on perd l'équilibre. Et j'ai pété genre 3 rétros sur le parking. Mais finalement, maintenant, je sais faire du vélo et je sais vraiment bien en faire. Et là, j'ai appris il y a pas longtemps à claquer des doigts, c'est juste que je sais pas claquer des doigts avec... Je sais pas claquer les doigts normalement, donc moi, je fais comme ça. Ah ouais, avec l'annulaire. Voilà, donc du coup, je claque tout le temps des doigts et je m'entraîne. Trop bien. Voilà, j'ai l'air un peu débile quand je fais ça. Et il y a d'autres choses comme ça que tu sais pas faire? Je sais pas conduire. Il y a plein de choses que je sais pas faire, mais en fait, la dernière fois, j'étais à Marseille et j'étais sur le port et il y avait une espèce de groupe brésilien avec des mecs qui faisaient des saltos, des trucs incroyables. Ouais, voilà. Et je me disais, c'est fou, il y a quand même plein de choses que, a priori, je saurais jamais faire. Genre ça. Et c'est pas en vieillissant, avec l'expérience, que je vais apprendre à faire des saltos. C'est plutôt l'inverse. A priori, plus tu vieillis, moins tu as de chance de faire des saltos une fois dans ta vie.
Et t'en attires une certaine nostalgie? non, pas du tout, mais je me suis dit, après il y a des choses que moi je sais faire sans doute et que eux savent pas faire, quoi, mais... Des films déjà. Oui, après des films, je pense, oui. Ouais. Non, mais là, c'est comme pour les films, il faut se mettre une deadline, quoi. C'est ça, voilà, ouais. Il y a une question rituelle dans ce podcast qui est de décrire ton lieu idéal, réel ou imaginaire. Voilà, c'est quand tu veux. Alors, je peux décrire un endroit où j'aime beaucoup aller, qui en fait, d'ailleurs, quand tu m'as proposé ce podcast et que tu m'as dit un lieu qui compte pour moi, je me suis dit qu'on aurait pu aller là. Mais enfin, on ne pouvait pas parce que c'est loin, c'est dans le Périgord. Et c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est la maison... une maison que ma mère a achetée 2 ans après sa mort. Et donc, c'est 3 petites maisons qu'elle a achetées pour avoir un lieu où on se retrouverait en famille. C'est un tout petit hameau qui est en haut d'une colline. Et tout autour, quand on s'en va et qu'on marche autour, on peut marcher pendant 50 minutes sans voir le moindre être humain. Par contre, on voit... Des vautours, des biches, des serpents, enfin il y a une faune incroyable, vraiment, c'est très très impressionnant. Ça fait beaucoup de bruit aussi. Il y a une petite rivière aussi qui coule, qui est là où on a laissé les cendres de ma mère, donc ma mère est même physiquement, entre guillemets, présente là-bas. Et c'est un lieu où je me sens très bien. La dernière fois, j'y suis allé pendant 10 jours et voilà, et j'avais pas de voiture, donc j'étais vraiment coincé là-bas, j'avais fait mes courses avant. Et puis il y a un taxi qui m'avait amené du Carrefour Contact à la maison. Donc j'avais vraiment la dose parfaite de course et voilà, je me levais le matin, j'écrivais dans le jardin, j'entendais les oiseaux, le soir je me couchais tout seul, je me réveillais le lendemain à nouveau, les oiseaux, j'écrivais, voilà. Et après, on y va aussi souvent avec des amis, où là, c'est une autre ambiance, où on fait la fête. On y va aussi en famille, avec mes neveux, mes nièces, qui adorent y aller aussi. Donc, ouais. Mais c'est un lieu, et c'est un lieu qui est à nous, quoi. Donc, par exemple, ça, je sais que même si je fais plus jamais de films et je gagne plus jamais d'argent, au pire, je serai pas à la rue, je pourrais habiter là-bas. Ouais. Merci Aurélien Père. Merci beaucoup.